Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des fréquences 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. On est très heureux de vous retrouver pour poursuivre l'enquête afin de découvrir qui est ce mystérieux héritier de Serpentard. Pour rappel, grâce au polynectar, nos Sherlock préférés ont pu rayer de leur liste Drago Malfoy. Malheureusement, la pauvre Hermione est hors jeu à cause de l'incident boule de poil, mais c'est sans compter un indice qui va poindre le bout de son nez et qui va relancer toute la machine. Après avoir ouvert le journal intime de Jeu du sort, ce sont vos lettres qu'on va ouvrir en espérant que les hiboux n'aient pas été remplacés par des petits nains ailés bizarres. Même si on risque bien de recevoir une chanson nous aussi. Et oui, mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant car maintenant, place au chapitre. Harry Potter et la chambre des secrets. Chapitre 13. Un journal très intime. Après sa mésaventure polynectarienne, Hermione se retrouve durant plusieurs semaines à l'infirmerie. Son séjour donne lieu à une profusion de rumeurs chez les élèves. Peut-être, selon eux, c'est la nouvelle victime de l'héritier. Chaque soir, elle reçoit la visite d'Harry et de Ron, notamment pour lui apporter des devoirs, parce qu'après tout, il faut bien qu'elle reste au niveau. Un soir, alors qu'Harry et Ron tentent de venir à bout du devoir donné par Rogue, des exclamations de fureur se font entendre. Heureusement, ce n'est pas une nouvelle attaque, mais seulement Rusard qui, comme à son habitude, observait l'endroit où Mystaigne a été retrouvé. Et ce dernier a explosé de rage en voyant une mare d'eau provenant des toilettes de Mimi Géniard. Harry et Ron se décident alors d'aller rendre une petite visite à Mimi en entendant ses gémissements. Malgré l'obscurité des toilettes, les pleurs de Mimi les dirigent vers sa cabine habituelle. Elle leur raconte que quelqu'un s'est amusé à lui lancer un livre à la figure. Et en effet, sous le lavabo, les deux amis voient un petit livre noir et miteux. Harry, en le voyant, a le réflexe de vouloir le ramasser, mais Ron l'en empêche. Dans le monde des sorciers, même un livre qui a l'air innocent peut se révéler extrêmement dangereux. Pour illustrer ses propos, Ron lui cite 2 exemples de livres dangereux. Le premier, c'est Sonnet d'un sorcier. Son lecteur était condamné à parler en vers jusqu'à la fin de sa vie. Et le second, c'est un livre qui, une fois qu'il commençait à être lu, le lecteur ne pouvait plus le quitter des yeux jusqu'à l'avoir lu jusqu'à la fin. Il était donc condamné à l'avoir constamment entre les mains jusqu'à la fin de la lecture. Toi, entre ces 2 livres, tu choisirais lequel ? Bah, le deuxième quand même. Ouais, on est d'accord. Même si c'est un pavé, alors, je me il y souviens a une fin. J'ai peut-être mal interprété quand j'ai lu, mais j'ai l'impression que c'était un livre pendant toute ta vie. En fait, tu le lis et tu peux plus le détacher tes yeux. À moins que mon souvenir soit erroné. Ouais, en effet, je sais pas pourquoi, quand je l'ai lu, j'ai interprété comme ça, mais effectivement, quand tu commences à le lire, tu ne peux plus le lâcher. Donc tu choisirais quand même le deuxième ? Ouais, je pense, parce que parler en sonnet, quand même, c'est compliqué dans la vie de tous les jours. Tout d'une main. Tout d'une main, ouais. Imagine toutes les situations où tu fais tout d'une main. J'aime bien parce que quand j'étais ado, c'était un peu une métaphore des livres Harry Potter, ça. Le livre que t'arrives pas à te détacher, tu l'as tout le temps dans la main, quoi que tu fasses. Ouais, les deux sont quand même très contraignants. Je choisirais le deuxième. Et toi ? Je sais pas. Parler en sonnet, t'as l'air ridicule, quoi. Ouais, t'es pas ridicule avec un livre à la main. Tu te rends compte ? Ah non. Le truc, c'est que tu peux pas détacher ton regard du livre. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est que tu peux plus regarder les gens dans les yeux. Et ouais. Ouais, je sais pas, les deux sont horribles. Tu parles en sonnet, t'as l'air un peu ridicule, mais tu peux continuer à peu près ta vie normale. Ouais, non, t'as raison, ouais. Ouais, en fait, le truc, c'est que je voyais le livre dans la main, mais je voyais pas forcément le regard tout le temps plongé dedans, et ça, c'est un peu bizarre. Ouais, peut-être les sonnets, c'est peut-être le moins pire, entre guillemets. Mais qui a fabriqué ces maléfices ? Je sais pas. Dans quel but ? C'est vrai que c'est curieux, mais tu sens quand même que JK, elle a peut-être une phobie, en tout cas une obsession sur des livres qui pourraient être maléfiques. On l'a vu aussi dans le premier avec le livre qui hurle dans la réserve. Ouais, je pense que ça doit faire partie de ses peurs, peut-être de ses phobies même. Après, attends. Si le livre que tu ne peux plus quitter des yeux, c'est Harry Potter. Quand même. Bah en fait c'est déjà un peu le cas dans la vie de tous les gens. Non mais au moins. Ça fait 2 ans que tu ne m'as pas regardé dans les yeux. Quand on enregistre le podcast, en fait j'ai le chapitre sous les yeux.
Mais en tout cas, malgré ces exemples, l'avertissement de Ron n'effraie pas Harry. Il va simplement jeter un coup d'œil et il verra bien ce qu'il se passe. Le livre n'a rien d'un livre maléfique, mais c'est un simple journal intime, et selon l'inscription sur la couverture, il date d'il y a 50 ans. Selon la première page, le journal appartenait à un certain T.E. Jeu du sort. Ce nom n'est pas inconnu pour Ron, en effet, après avoir passé une retenue dans la salle des trophées, il avait astiqué de nombreuses fois l'écusson gravé au nom de T.E. Jeu du sort, pour service rendu à l'école il y a de ça 50 ans. Est-ce que tu dis Jeu du sort ou Jeu du sort ? Je dis Gédusor. Pour le coup, c'est vraiment une invention française, le nom de Gédusor. Hein. En anglais, c'est Riddle. Donc je le prononce à la française. Enfin non, la française, ça devrait être Jeu du sort. Jeu du sort. Bah en fait, il est assez malin, Jean-François Ménard, parce qu'encore une fois, si tu le sais pas, tu pourrais prendre le nom comme un nom anglais. Et en fait, c'est pas le cas, c'est vraiment un jeu de mots sur les jeux du sort. Les jeux du sort. Mais comme on le voit là, on a le réflexe un peu de vouloir le dire à l'anglaise, un peu comme les gens qui disaient Poudlard à l'époque. Ouais, donc j'ai gardé ce réflexe de dire Gédusor comme si c'était un nom anglais. Et toi, tu dis comment ? Là, je dis Jeu du sort alors que je dis jamais, je dis Gédusor. Ok. Le contenu du journal est entièrement vierge. Harry, en le feuilletant, remarque qu'il a été acheté à Vauxhall Road. Il en conclut alors que son propriétaire devait être un émoldu. Et j'ai regardé par curiosité, mais non, Vauxhall Road n'existe pas. Ah ouais ? Ouais, je voulais décorer la petite librairie dont fait mention Harry ou une papeterie, mais elle n'existe pas. Ou peut-être qu'elle n'existe plus. Il existe Vauxhall Street, mais pas Road. Ok, ah dommage. Au retour d'Hermione en février, Harry s'empresse de lui montrer le journal et de tout lui raconter. Elle est enthousiaste devant cette découverte et suggère qu'il a sûrement des pouvoirs cachés. Mais ce qui intéresse surtout Harry, c'est pourquoi son détenteur a voulu s'en débarrasser. Et surtout, quel genre de service il a rendu à l'école pour obtenir une récompense. Outre les hypothèses farfelues de Ron, Harry et Hermione ont tous les deux la même idée. La chambre des secrets a été ouverte il y a 50 ans. Le journal a 50 ans. Mais malgré ce raisonnement, Ron, lui, il ne fait pas le rapprochement, ce qui provoque un peu l'impatience d'Hermione et on la comprend un peu. En effet, tout coïncide. L'ouverture de la chambre des secrets, le renvoi de l'auteur des faits, la récompense de T.E. Jeu du sort, tout s'est passé il y a 50 ans. Le contenu du journal devrait leur révéler tout ce qu'ils veulent savoir depuis des mois. Ron coupe au raisonnement d'Hermione. C'est bien beau tout ça, ok, bon raisonnement, mais il n'y a strictement rien d'écrit dans ce journal. Alors elle tapote le livre avec sa baguette magique en prononçant « Apparition ». Mais rien ne se produit. Mais elle n'abandonne pas pour autant, elle sort de son sac une sorte de grosse pomme rouge vif, et c'est un révélateur acheté sur le chemin de traverse. Malgré les frottements rigoureux sur le journal, rien n'apparaît. Ron en conclut simplement que Jeu du sort a dû le recevoir pour Noël, et qu'il ne s'en est jamais servi. Et en fait, ça laisserait supposer dans le... C'est bizarre, ils se disent pas pourquoi un journal cinquantenaire se retrouve dans les toilettes à notre époque. Ok, un cadeau de Noël, mais on n'offre pas un cadeau de Noël un journal intime d'il y a 50 ans. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils enquêtent pas sur la personne qui aurait jeté le livre sur Mimi Géniard. Mais c'est ça. Ils se concentrent sur le journal intime sans se dire, mais qui a fait ça ? Mais oui. Voilà. Parce qu'il faut pas qu'ils se concentrent là-dessus, il faut qu'ils se concentrent sur le journal. Et surtout en plus, la personne qui a fait ça, pourquoi elle a ce livre-là ? Enfin, c'est pas un simple cadeau, donc... ouais. Parce que je crois pas qu'ils se demandent est-ce que le livre pourrait appartenir à l'héritier de Serpentard ? Est-ce que c'est pas l'héritier de Serpentard qui l'a lancé ? Ils se disent pas ça, hein, je crois pas. Alors que ça me semblerait normal, logique, naturel qu'ils se posent ce genre de questions. Mais c'est pour pas trop tergiverser et d'aller à l'essentiel. Hein. Non, ils pensent que le Jeu du sort, en fait, c'est la personne qui a attrapé l'héritier de Serpentard. Ouais, alors pas encore. Enfin, oui. Ou alors en tout cas, ils se disent il était à Poudlard, certainement. Ils font le lien. J'avance un peu sur ma partie. Oui. Mais forcément, ils font le lien. Mais du coup, pourquoi ils se demandent pas, mais pourquoi quelqu'un a ce journal ? Ouais, c'est ça. C'est qu'ils se posent pas cette question-là et c'est un petit peu bizarre. Même pour des enfants de 12 ans, parce qu'ils sont quand même très intelligents, très perspicaces quand il le faut. Malgré tout, Harry n'arrive pas à se débarrasser du journal. Il ressent quelque chose de particulier à l'évocation de ce nom, comme un ami d'enfance depuis longtemps oublié. Tu penses que ce qu'il ressent au moment, il parle quand même d'un lien
qu'il ressent avec le nom, tu penses que c'est dû à l'Horcrux qui est contenu dans le journal et instinctivement il sait que c'est Voldemort? J'extrapole un peu, mais cette sensation d'avoir un lien avec ce journal, de ne pas l'abandonner et de persister dans ses recherches, est-ce que ça serait pas l'Horcrux? Ah oui, mais non, mais là, du coup, j'avancerais la théorie comme quoi J.K. a déjà pensé à l'Horcrux. Ah non, mais ça, c'est évident. Le journal a été créé pour être un Horcrux à la base. Bah, ça, j'en suis persuadé. On est sûr. Bah oui, les Horcrux, elle les a inventés au tout début et c'est pas arrivé sur le tas. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme on avait déjà dit, La Chambre des Secrets, c'est vraiment le premier roman où on fait mention des Horcrux sans qu'on s'en rende compte, en fait. J.K. Rowling introduit les Horcrux sans le dire. Et notamment avec la psychologie de Harry qui discute avec lui-même dans sa tête. Là, bientôt dans le chapitre, il va se retrouver face à Tom Jedusor et il va voir des similitudes avec lui. Et il y a déjà ce conflit intérieur chez Harry de se dire je suis lié à lui, et ça va prendre encore plus de force quand il va découvrir à la fin que c'est l'adolescent qui est devenu Lord Voldemort par la suite. Donc je pense que oui, en fait, le nom lui évoque quelque chose, parce que ce quelque chose, il l'a en lui, en fait, quand il réfléchit. Il a un Horcrux de Tom Jedusor en lui, donc ça fait partie de son identité. C'est un peu comme si tu crois à la réincarnation et que tu entends le nom de la personne que t'avais été avant de te réincarner, tu vois. Je le vois un petit peu comme ça. Il est en partie lui, donc tu vois. C'est la première connexion qui se fait, en fait. Enfin, je pense, j'ai vraiment ressenti comme ça à la relecture. Alors, le lendemain matin, il se rend dans la salle des trophées pour examiner l'écusson doré portant le nom de Jedusor. Mais rien n'indique la raison de l'attribution de cette récompense. Il trouve également le nom de Théophile Jedusor sur une vieille médaille du mérite et sur une liste de préfets en chef. Quelque temps après, le soleil se remet à briller timidement sur Poudlard. Aucune nouvelle agression n'était à déplorer, et, bonne nouvelle, les racines de mandragore grandissent. Après leur crise d'acné, le professeur Chourave s'occupera de les rempoter, de les couper et de les faire macérer. Chacun a sa petite théorie quant à l'absence des nouvelles attaques. Harry pense que l'héritier a pris peur, peut-être même que le monstre a recommencé à hiberner pendant un demi-siècle, mais Ernie Macmillan pense toujours que l'héritier est Harry. Quant à Gilderoy, il est persuadé que c'est lui qui a fait cesser ses agissements. Il l'a bien fait savoir à McGonagall pendant que les élèves attendaient le début du cours de métamorphose. Gilderoy a même une idée pour remonter le moral des élèves. Et c'est le 14 février que l'idée de Gilderoy se révèle. Harry, encore ensommeillé suite à une nuit compliquée après une intense séance de Quidditch, a pensé qu'il s'était trompé de lieu quand il entre dans la grande salle. Les murs sont recouverts de grosses fleurs, des confettis en forme de cœur tombent sur le plafond bleu pâle. Pour répondre à son interrogation, Ron lui montre la table des professeurs. Harry y voit Lockhart, vêtu d'une robe rose, qui fait un signe de la main pour demander le silence devant les autres professeurs restant de marbre. « Joyeuse Saint-Valentin !» s'écrie Lockhart. Alors qu'il tape dans ses mains, une douzaine de nains ailés grincheux tenant une harpe entrent dans la grande salle. Réjoui, Lockhart annonce que ce sont les Cupidons porteurs de messages. Ils sont chargés de transmettre les messages de Saint-Valentin des élèves. Et mieux encore, il est persuadé que ses collègues vont contribuer également à l'esprit de la Saint-Valentin. Peut-être que Rogue pourra fabriquer des filtres d'amour, ou encore Flitwick pourra lancer des sortilèges de séduction. Le rusé renard, ajoute-t-il. Vu la réaction des intéressés, la situation ne réjouissait que Lockhart. Est-ce que tu auras apprécié ces petits cupidons nains grincheux Non. En plus, je les imagine vraiment hideux avec une couche culotte. Tu vois, vraiment comme l'image du cupidon Angelot. Il aurait pu embaucher des fées ou des choses... Mais oui, pourquoi des nains ? Pourquoi des nains avec des ailes alors qu'ils peuvent pas voler ? C'est ridicule. Enfin, c'est des nains déguisés en Cupidon, quoi. Ouais, non, c'est compliqué. Et puis, je pense que la décoration est pas du meilleur goût non plus. Non, je pense qu'il y a beaucoup de couleurs flashy. Dans l'excès, toujours, Gilderoy. Dans le plus grand des agacements des professeurs, les Cupidons délivrent tout au long de la journée leurs messages. À la fin de l'après-midi, un des nains attrape Harry. Malgré ses tentatives pour l'esquiver, le nain se faufile parmi la foule et rattrape un Harry rouge de honte devant les premières années, où se trouve Ginny d'ailleurs. D'un air menaçant, le nain attrape sa harpe
et déclare qu'il a un message musical à transmettre à Harry Potter. L'intéressé tente une dernière tentative pour éviter le désastre. Mais alors que le Cupidon retient Harry par son sac, celui-ci s'ouvre en deux et tout son contenu se vide par terre. Et tout ça, malheureusement, a attiré la curiosité de Malfoy, mais aussi de Percy. Alors, l'ultime tentative de Harry pour éviter ce messager de l'amour se solde par un plaquage au sol de Cupidon. Et c'est ainsi que, assis sur les chevilles d'Harry pour l'immobiliser, le nain commence alors à chanter. Alors, je ne vais pas vous chanter le message musical, mais je vais vous le réciter. Oh, T'es sûr que tu veux pas chanter? Ah. Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Ses cheveux sont noirs comme un corbeau. Il est divin. C'est mon héros et c'est mon roi. Je voudrais tant qu'il soit à moi, que celui qui a combattu et vaincu, le seigneur des ténèbres à main nue. Je sais pas si j'aurais très bien pris. Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin. Ouais, le crapaud, c'est pas la meilleure métaphore, ouais. Ça m'a toujours choquée. Mais en même temps, quand tu sais que ça vient de Ginny, c'est mignon, quoi. Elle a 11 ans et ouais, c'est mignon, quoi. Et ouais, j'adore. Ça m'a fait tellement rire, ce passage. Et j'imagine tellement la scène du nain qui plaque Harry et qui lui chante de force dessus avec sa harpe. Ouais, parce qu'en plus, ils sont méchants, quoi. Ils sont là, oui. Ils ont une mission, ils sont prêts à tout pour l'accomplir. Alors qu'ils oublient complètement l'esprit de la Saint-Valentin, quoi. C'est ça, tu subis l'amour, en fait. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait trop rire. Et c'est dommage que, bon, après, ils auraient pas eu le temps, mais que ça n'apparaisse pas dans le film. Ça aurait été vraiment très drôle. Là, pour le coup, ça aurait fait une petite dose d'humour bienvenue. Mais tu penses, enfin, j'ai dit que c'était Ginny, mais tu penses que c'est Ginny qui a écrit ou elle explique vite fait au nain et c'est lui qui compose une chanson parce que finalement c'est lui qui chante. Mais je sais pas, j'ai toujours pensé que c'était Ginny. Ouais. Parce que c'est bien, c'est des messagers, hein. Ouais, ok. Est-ce que tu aurais voulu recevoir un message de ma part? Bah, sous forme de chanson chantée par un nain ailé. Là, franchement, je vois pas trop. Bon, évidemment, c'est l'humiliation ultime pour Harry qui fait semblant de rire comme tout le monde. Percy disperse bientôt la foule en ordonnant à tous les élèves d'aller en classe. Et tu le sens, ce rire douloureux. Toi-même, je pense que tu as déjà rigolé alors que tu souffrais à l'intérieur de toi. Tu rigoles en regardant tout le monde et à l'intérieur de toi, tu pleures. Ou même physiquement, tu vois, par exemple, tu tombes et tu fais genre, tu rigoles avec les autres alors que t'as super mal. Drago profite du mouvement pour saisir au sol le journal intime de Jedusor. Calmement, Harry lui demande de lui rendre. Ginny assiste à la scène d'un air terrifié. Percy demande à son tour de rendre le journal à Harry, mais Drago a bien l'intention de regarder d'abord ce qu'il y a dedans. Harry, qui n'a pas l'intention d'attendre une seconde plus, saisit sa baguette et lui jette un Expelliarmus. Le journal s'envole alors des mains de Drago et Ron le récupère en vol. Percy est outré, car les élèves, on le rappelle, ils n'ont pas le droit d'utiliser la magie dans les couloirs. Mais Harry il s'en moque bien parce qu'il est trop fier d'avoir été plus rapide que Malfoy sur ce coup-là. Pour se venger, Drago s'adresse à Ginny en lui disant que Potter n'a pas l'air d'avoir beaucoup apprécié son message de la Saint-Valentin. Toute honteuse, Ginny se cache le visage et elle file en classe. Alors, est-ce que Drago il dit ça au hasard juste pour blesser Harry, ou est-ce qu'il voit juste en fait concernant Ginny ? Après, c'est possible, quand des adolescents ont des crushs, ça se voit rapidement. Enfin, je me suis demandé si Drago se fait cette réflexion ou s'il dit juste ça pour trouver la première chose vexante à dire. Je sais pas du tout. Je me souviens que dans le deuxième film, il dit « Ah, regarde Potter, tu t'es trouvé une petite amie ». Mais je sais plus si cette réplique est dans le livre, je crois pas. Je crois pas que Drago... Je crois que c'est la première fois que Drago fait mention que Ginny aurait un crush sur Harry dans le livre. Après, c'est rapide pour lui de faire le rapprochement. C'est la seule fille dans la fratrie Weasley. Elle a peut-être un comportement un peu particulier avec Harry, donc c'est facile de le voir. Si elle rougit en permanence quand elle est vers Harry, le crush est visible. Complètement. Devant cette provocation, Ron s'apprête à sortir sa baguette à son tour, mais Harry l'arrête en se souvenant trop bien l'incident des limaces. Quand Harry se rend en cours à son tour, il remarque quelque chose d'étrange. Tous ses livres sont tachés de l'encre rouge qui s'est déversée un peu partout, sauf le journal de Jedusor, qui avait pourtant bien été touché. Harry s'apprête à faire part de ce mystère à Ron, mais le pauvre, il lutte à nouveau avec sa baguette, qui fait cette fois des grosses bulles violettes.
Le soir même, Harry part se coucher avant les autres pour examiner le mystérieux journal et aussi pour éviter Fred et George qui ne se lassent pas de lui chanter « Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin ». Ça doit être dur d'avoir Fred et George dans sa salle commune à ce moment-là. Assis sur son lit, Harry prend une plume et laisse tomber une goutte d'encre sur la première page. Au bout d'un moment, elle disparaît comme aspirée par la feuille. Harry se met alors à écrire « Je m'appelle Harry Potter ». Toi, tu aurais écrit quoi pour la première fois, pour essayer sur le journal? Je m'appelle Jérémy, gna gna gna. Bah, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire je m'appelle et en même temps, est-ce que c'est pas ce que j'aurais fait? Mais oui, c'est ce que je me demande aussi. T'aurais écrit autre chose ou... Je sais pas du tout. Coucou, il y a quelqu'un? Hello. Ouais, généralement, quand tu essayes un stylo, soit tu fais une signature ou tu écris ton nom, prénom. Moi, j'ai encore ce réflexe de faire ça. Ouais, moi aussi. J'écris je m'appelle Jérémy. Non, je crois que dans les papeteries, je dois faire une signature ou un truc comme ça pour essayer les stylos. En tout cas, la phrase « Je m'appelle Harry Potter » disparaît exactement comme la goutte d'encre. Mais cette fois, l'encre réapparaît pour former une nouvelle phrase. « Bonjour Harry Potter, je m'appelle Tom Jedusor. Comment as-tu trouvé mon journal ?» Alors je me suis dit, c'est un peu l'ancêtre de MSN en fait, qu'elle a inventé J.K. Rowling avec le journal intime. Ouais. Dire que les nouvelles générations ne vont pas connaître MSN. Les heures qu'on a passées sur MSN avec les whiz. Je crois qu'il faut même qu'on explique ce que c'est, parce que du coup, il y a peut-être des jeunes auditeurs qui savent pas en fait. Bah ouais. Alors MSN, c'est l'ancêtre de Messenger, tout simplement. C'était un petit logiciel c'était une barre sur le côté, à droite ou à gauche qu'on pouvait mettre, et en fait, on rentrait des contacts. Je sais même plus, c'était par pseudo ou par mail. Non, on pouvait mettre des pseudos en tout cas. Parce qu'il y avait des XXX. Ouais. Et puis, généralement, dans notre adolescence, on mettait des photos de nous. Donc, on avait une photo de profil, comme sur Facebook. Et généralement, on mettait des phrases comme je suis le capitaine de mon âme, mais je ne sais plus, des phrases un peu émo. Et puis, généralement, on faisait des petites notifications connectées, déconnectées pour que notre crush fasse attention à nous, pour qu'il vienne nous parler. Ouais, c'était le même principe. On était amis avec les gens et les gens, quand on était amis, on voyait qui était connecté, quoi. Et quand tu voyais que ton crush, il t'avait demandé sur MSN, c'était le « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui parler? Oh, il est connecté. Oh non, il est absent. Qu'est-ce que je fais ?» Et en plus, on pouvait mettre... Ah non, mais j'adorais MSN. On pouvait faire apparaître les chansons qu'on écoutait. Ah oui. Donc moi, j'essayais de me rendre cool par rapport à mon crush et tout. Je savais ses goûts musicaux. Non, mais je connaissais ses goûts musicaux. Et à chaque fois, j'étais là, je m'adaptais, tu vois. Simple Plan. Regarde-moi. Jacques Durand. Avril Lavigne. Ouais, c'était l'époque quand même où en fait on discutait avec MSN sur nos ordis tout pétés, c'était attention, c'était les ordis de bureau avec la grosse tour et tout. Et puis pour le côté postérité, on avait un Skyblog évidemment, quoi. Mais on pouvait quand même sur MSN, non mais c'était quand même développé, parce qu'on pouvait faire des sortes de visio. Ouais, il y avait la webcam. Visio, on avait la webcam et tout, on pouvait se parler aussi en vidéo. Je sais pas si on pouvait faire que de l'audio, mais en tout cas on pouvait faire de la vidéo. Ouais. Et on pouvait faire aussi des statuts à côté de notre pseudo. Non, mais cette journée, elle a été catastrophique et on croisait les doigts pour que notre crush vienne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vécu 1000 vies dans MSN. Et quelque part, là, on est en 92 et on pourrait se demander quand même si c'est pas l'ancêtre, 92-93, mais est-ce que c'est pas l'ancêtre finalement des messageries instantanées, parce que ça n'existait pas MSN cette année-là, mais on pouvait quand même discuter avec Tom Jedusor via son journal intime. Bonjour Harry Potter, je m'appelle Jarry. Comment tu... Oh non, il est partout. T'imagines Tom Jedusor, tu peux voir dans le journal intime quelle chanson il est en train d'écouter. Bizarre Sisters. Est absent, revient dans 15 minutes. Bon, en tout cas, la réponse... On a été un peu nostalgiques de nos années collège, lycée. Voilà, c'était le moment dinosaure un peu. Mais à noter que moi, j'avais pas eu de Skyblog. C'est vrai? Non, ils se traînent pas dans un placard honteux, parce que généralement, c'est assez honteux, les Skyblogs. Oh, j'en ai eu 2 ou 3, moi. Ah ouais? Oh, mais ils ont été supprimés, t'inquiète. Si, j'avoue, j'en ai eu un qui était supprimé. C'était avec ma meilleure amie au collège, on avait fait un Skyblog sur les frères Scott.
Ah oui, parce qu'il y avait des skyblogs, mais on trouve encore des fois, par exemple, si on fait une recherche Harry Potter, ça peut nous arriver de tomber sur des skyblogs qui remontent sur Google. C'est trop drôle, quoi. Allez-y, jugez-moi, j'ai aimé les frères Scott. Bon, la réponse de Jedusor, elle s'efface avant que Harry écrive que quelqu'un a jeté le journal dans les toilettes. Jedusor répond sur le papier qu'heureusement ses souvenirs sont protégés par plus que de l'encre, car des personnes feraient tout pour que le journal ne soit jamais lu. Il précise que son journal contient le souvenir d'événements horribles et gardés secrets qui ont eu lieu à Poudlard. Harry lui répond que c'est ce qui se passe en ce moment même, et il demande à Jedusor s'il sait quelque chose à propos de la chambre des secrets. Jedusor lui répond que oui, quand il était lui-même en 5e année, la chambre a été ouverte et le monstre a même fini par tuer un élève. Il a lui-même attrapé le coupable qui a été renvoyé. Le directeur de l'époque, le professeur Dippet, lui a interdit de révéler la vérité. Le meurtre de la fille, puisque c'est une fille qui est morte, a été déguisé en accident, puis on a donné à Jedusor une récompense pour son silence. Mais lui, il savait bien que le drame pouvait se répéter. Harry lui répond frénétiquement à toute vitesse qu'il y a eu 3 agressions jusqu'alors. Il lui demande qui était le coupable la dernière fois. Ça peut être pratique de savoir. Jedusor lui répond qu'il peut carrément lui montrer qui était le coupable en l'emmenant dans son souvenir du soir où il l'a pris sur le fait. Harry hésite parce qu'il se demande bien comment Jedusor, à travers ce journal bizarre, pourrait l'emmener dans son souvenir. Puis finalement, il écrit « OK ». Et là, message lu, jamais de nouvelles. Harry attend toujours. Il envoie un whiz. Réponds-moi. Les pages du journal se mettent alors à tourner avant de s'arrêter sur la date du 13 juin. La case indiquant la date se transforme en un petit écran et Harry approche son visage. C'est la webcam de MSN, tu vois, tout était prévu. Immersion, le plus total. Soudainement, il plonge tête la première dans l'ouverture de plus en plus grande dans un tourbillon de couleurs. Au bout d'un moment, il sent un sol dur sous ses pieds. En se relevant, Harry s'aperçoit qu'il est dans le bureau de Dumbledore. Mais ce n'est pas Dumbledore qui est assis. C'est un petit et vieux sorcier que Harry n'a jamais vu. Harry s'excuse de le déranger, mais le sorcier, il fait pas attention à lui. Il est en train de lire une lettre, et après sa lecture, il se lève, il va ouvrir les rideaux avant de se rasseoir en se tournant les pouces. En regardant autour de lui, Harry ne voit ni Fumsec, ni les instruments bourdonnants de Dumbledore. Il comprend que le sorcier est le directeur que Poudlard a connu il y a 50 ans, et que lui, Harry, n'est qu'un fantôme invisible. Alors je me suis dit que c'est quand même bizarre de commencer le souvenir avec Dippet, en sachant que c'est censé être le souvenir de Jedusor. Tu vois où je veux en venir ? Je veux dire, Jedusor il est pas là à ce moment-là, donc il peut pas se souvenir de Dippet qui est en train de lire la lettre. C'est assez étrange, c'est des passages comme ça, parce que on est censé être sous le point de vue unique de Jedusor, et pourtant on est avec Dippet seul dans son bureau. Ouais, mais ça c'est récurrent dans les films aussi. Des flashbacks où la personne qui raconte ne peut pas être là et pourtant romance la situation. Après, j'imagine que le journal, c'est un peu comme une pancine. Je veux dire, le souvenir que tu mets dans la pancine, même dans le livre, le souvenir est tellement développé que c'est pas réaliste, mais, si tant est qu'on pourrait trouver du réalisme quelque part. Mais disons qu'il y a beaucoup trop de détails pour que le sorcier puisse s'en souvenir. Donc je pense qu'il y a une espèce de mise en scène de l'esprit, tu vois, dans les souvenirs, que ça soit dans la pancine ou dans le journal. Mais là, c'est quand même bizarre parce qu'il est pas là du tout. Donc en fait, il imagine Dippet qui est en train de lire sa lettre, parce qu'il lui dit après qu'il a fini sa lettre. Mais il était pas là, donc c'est inventé, quoi, quelque part. Ça fait penser au souvenir de Severus Rogue, quand Harry va aller dans sa pancine, et c'est là où il va découvrir que son père harcelait Severus Rogue. Et il y a énormément de détails, si bien que Harry, il voit pas tout de suite Rogue. Il y a genre tout le monde qui est en train de gratter sur son parchemin dans la grande salle. Il y a des centaines d'élèves, ils sont tous en train de parler. C'est pas possible, tu te rappelles pas de tout ça, tu vois. Quand tu te rappelles d'une situation, tu vois la situation dans son ensemble, alors que tu es incapable de te rappeler le contexte entier. De toute façon, ça a été prouvé qu'au fur et à mesure des années, un souvenir précis, on le modifie sans le vouloir. Sa perception est modifiée automatiquement. Donc je pense que c'est ce qui se passe même dans la pancine. Tu sais qu'il y avait tant d'élèves autour de toi et donc du coup tu les visualises malgré tout. Ouais.
Ouais, tu les visualises, mais dans la pancine, ils sont presque vivants et tu peux entendre ce qu'ils disent, etc. Parce que on entend ce que disent les maraudeurs. Je suis pas sûr que Severus, il ait entendu tout de A à Z quand ils sont sortis de la salle d'examen. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu bizarre. C'est un peu facile. Et ça, je sais pas, ça m'interroge. Bon, c'était une manière de faire des flashbacks aussi, les souvenirs et la pancine. Ouais, et puis il y a la magie, forcément. Donc, avec la magie, tout est possible. Mais si on essayait de rendre ça un peu plus crédible, finalement, on aurait une espèce de souvenir brumeux où la seule zone d'honnêteté, ça serait autour de la personne qui se souvient. Ouais, ça serait un peu inintéressant quand même. Bah oui, ça serait inintéressant. Je suis d'accord. Bref, pour revenir au dit souvenir, quelqu'un frappe à la porte et le vieux sorcier dit « Entrez ». Un garçon de 16 ans fait son apparition en ôtant son chapeau. Il est brun, grand, et il porte un insigne de préfet. Le directeur invite le garçon à s'asseoir en l'appelant Jedusor, et il lui dit qu'il l'a fait venir car il vient de finir sa lettre. Donc là, pour moi, le souvenir commence, tu vois. Ouais, mais tu vois, du moment où il a dit que... Tu vois, ça prouve qu'il a bien imaginé dans son souvenir d'Hypé lire sa lettre. Mais ça s'est pas passé. Il l'a transformé un peu en souvenir aussi. Peut-être qu'il était pas... c'est la même altération des souvenirs. C'est le même principe. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il était pas assis à son bureau, peut-être qu'il était debout, face à la fenêtre, d'Hypète. Oui. Quand il a lu sa lettre, tu vois. Par exemple, j'ai des souvenirs d'enfance. Des souvenirs où j'étais vraiment très petite. Je sais que c'est impossible, je me souviens de certains détails, alors que j'en suis sûre que ces détails n'ont jamais existé. Mais avec le temps, ça se transcende tellement, les souvenirs, que tu imagines un peu l'environnement. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Le professeur d'Hypète, comme l'appelle Jedusor, dit au garçon qu'il est impossible de l'autoriser à rester à l'école pendant l'été, malgré sa demande. Dans la lettre, donc. Il vient d'un orphelinat, son père était moldu et sa mère était une sorcière qui est morte seule après l'avoir mis au monde. Avant de mourir, sa mère lui a donné ses prénoms, Tom en hommage à son père moldu et Elvis en hommage à son grand-père. C'est assez glaçant quand on sait que quelques semaines plus tard, il va tuer son père et ses grands-parents, quoi. Et du coup, je me demande, est-ce que il a pu rester à Poudlard pendant l'été? Parce que, enfin, ça me semble curieux parce que c'est durant ce même été qu'il est allé à Little Angleton et qu'il a tué son père et ses grands-parents. Mais comme il a attrapé le soi-disant coupable, alors que c'était lui-même le coupable, est-ce que Hypète l'a quand même autorisé à rester à Poudlard cet été-là? Non, je pense que ça a été refusé. Ça a été refusé quand même si le coupable a été attrapé. Je peux pas te donner une réponse précise parce que je sais pas, mais... Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas d'élèves qui restent l'été à Poudlard. Non, mais Hypète, c'est juste après, là, mais il lui dit que dans des circonstances normales, ils auraient pu s'arranger. Tu vois? Mais que là, avec le monstre qui attaque des élèves, il y a une élève qui vient de mourir, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il prend la décision d'arrêter Hagrid. Et donc, finalement, sa motivation, sa raison pour arrêter Hagrid ce soir-là, c'est pour que Hypète l'autorise à rester à Poudlard pendant l'été. Mais est-ce qu'il a trompé son monde est-ce que, par exemple, il est resté à Poudlard, mais qu'il s'est quand même échappé une nuit pour aller à Little Angleton? Ouais, après, Poudlard, c'est tellement grand que tu peux pas contrôler les actions des élèves. Surtout pendant l'été, ça doit être un peu bizarre s'il est seul à Poudlard. Oui, parce qu'il y a même pas de prof l'été. Peut-être le directeur. Si, les profs, ils habitent là, alors est-ce qu'il n'y a pas des profs qui restent pendant l'été? Mais Rogue, il a un chez-soi. Ouais, lui, il a une maison. Il a une maison. En fait, c'est comme les élèves. Les profs, c'est comme les élèves, c'est hyper infantilisant. Ils habitent dans l'école et sauf pendant les vacances. Et moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que après, c'était pas l'histoire, mais de pas connaître, par exemple, la vie de McGonagall ou Dumbledore. On dirait que ce sont tous des vieux célibataires, sans enfants, sans amour, sans famille. C'est assez étrange. McGonagall, elle a écrit dessus. McGonagall, elle a écrit sa vie, donc oui, on sait que c'est comme ça. Et je pense que pour que l'école fonctionne, il faut que ça soit des vieux célibataires. Enfin, tu vois, il y a un côté conte de fées là-dedans où les profs n'ont pas de vie d'adulte, en fait. Ce sont des profs et ils se cantonnent à leur identité de prof. Ils peuvent pas avoir et à leur une vie amoureuse. identité d'adulte. Parce que quand tu es enfant aussi, on dirait qu'elle a écrit un peu aussi de la vision des enfants. Quand tu es enfant, tu n'imagines pas tout ce qui implique une vie d'adulte. Les adultes, tu les imagines comme ils sont, des adultes. Les adultes, ils sont responsables, ils ont un travail et ils font des enfants, ils se marient, mais tu vois pas au-delà. Limite, les adultes n'imaginaient pas qu'ils pouvaient avoir des problèmes, qu'ils pouvaient avoir du stress,
Et des situations, quand t'es enfant, t'imagines pas qu'une fois adulte, t'auras des situations où tu seras là, mais je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas, je suis démunie. Et en fait, on se lance dans la vie, on essaye de faire des choses, on fait des choses, on se responsabilise parce qu'on n'a pas le choix. Mais en fait, on n'imagine pas que parfois les adultes, ils sont autant perdus que les enfants dans les situations. Et ça, quand t'es adolescent ou même enfant, tu peux pas imaginer parce que pour toi, des adultes, c'est des rocs, ils sont là et ils seront toujours là et toujours à faire face à toutes les situations. C'est un peu comme ça qu'on visualise les professeurs dans Poudlard. Ouais, et puis quand on était au collège, je crois pas que j'arrivais à visualiser, entre guillemets, mes profs rentrer dans leur domicile avec leur mari, famille, leur femme, leurs enfants. Tu vois, c'est un truc. Non, c'est mon prof de techno et sa Mais seule c'est identité, ça, c'est prof de techno. quoi. Tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Quand il rentre chez lui, dans sa cave sombre. Après, concernant Tom Jedusor, j'ai quand même tendance à penser qu'il a pu rester à Poudlard parce que sinon son plan sinon il aurait pas arrêté Hagrid ce soir-là. Parce que ça me semble être sa motivation quand même. C'est de pouvoir rester à Poudlard et de surtout pas retourner à l'orphelinat. Après, il faut croire que ça l'a pas empêché d'aller faire des petites escapades mortelles. Alors, d'un air compatissant, le professeur Dippet lui dit qu'en temps normal, il aurait pu s'arranger pour qu'il reste à Poudlard durant l'été. C'est ce qu'on disait justement. Mais vu les circonstances actuelles, c'est impossible, surtout après la mort de la malheureuse jeune fille. C'est pourquoi il sera plus en sécurité à l'orphelinat et que de toute façon, le ministère envisage même de fermer l'école. Alors c'est quand même pratique qu'il prononce jamais le nom de la jeune fille en question, même si finalement ils auraient pu le faire parce que... Donc on sait que Mimi Géniard s'appelle Elizabeth Warren, et finalement ça aurait pas été évident avec Mimi Géniard, mais bon. Oui. Jedusor lui demande si les choses seraient différentes si le coupable se faisait prendre. Dippet lui demande s'il sait quelque chose à propos de ces agressions, mais Jedusor lui répond que non. Harry entend un peu dans cette réponse le même non qu'il a répondu à Dumbledore. Encore une fois, la connexion entre les deux. Dippet libère Tom et Harry le suit dans l'escalier en colimaçon. Une fois dans le couloir, Jedusor s'arrête et réfléchit. Puis il s'éloigne rapidement comme s'il venait de prendre une décision. Tu vois, la décision pour moi c'est vraiment je vais arrêter, je vais faire croire que c'est Hagrid le coupable, comme ça je vais pouvoir rester à Poudlard cet été quoi. Ou peut-être c'est plus au long terme, comme ça l'école sera pas fermée par le ministère. Moi j'avais pensé plutôt ça, il veut empêcher la fermeture de l'école. Surtout. Mystère. Je crois pas de toute façon qu'on ait l'info. Arrivé au niveau du hall d'entrée, Jedusor se fait appréhender par quelqu'un qui lui demande ce qu'il fait à se promener si tard dans le château. Quand Harry pose ses yeux sur le sorcier, il est bouche bée. Ce n'est autre que Dumbledore, avec 50 ans de moins. Tom lui répond qu'il est allé voir le directeur et Dumbledore lui demande d'aller se coucher avec le même regard pénétrant que Harry connaît bien. Dumbledore finit par s'éloigner, puis Jedusor reprend la direction des cachots. Harry suit Jedusor dans la salle où Rogue donne ses cours de potions. Ce dernier se cache derrière la porte après l'avoir fermée. Après une longue attente, quelqu'un se fait entendre de l'autre côté de la porte dans le couloir. Discrètement, Jedusor ouvre la porte et suit l'inconnu. Au bout d'un moment, l'inconnu ouvre une autre porte et murmure d'une voix rauque à quelqu'un d'autre de se dépêcher car il faut sortir. La voix semble familière à Harry. Soudainement, Jedusor s'avance vers l'inconnu et Harry découvre que c'est un jeune homme accroupi devant une porte ouverte avec une grosse boîte à côté de lui. D'un air vif, Jedusor souhaite le bonsoir à Rubeus. Le jeune homme claque soudainement la porte et se relève. Tom lui dit que c'est fini, qu'il va devoir le dénoncer car si les agressions continuent, l'école va devoir fermer. Même s'il n'avait pas l'intention de tuer Rubeus, un accident est vite arrivé. Alors face aux accusations, Rubeus écrit que le monstre dont parle Tom n'a jamais tué personne. Jedusor lui rétorque que les parents de la jeune fille qui est morte arrivent demain et que le moins qu'on puisse faire c'est d'abattre le monstre qui l'a tué. Tom sort sa baguette en lui ordonnant de s'écarter. Une flamme sort de sa baguette et la porte s'ouvre brusquement en projetant Rubeus contre le mur. Dans l'encadrement de la porte, une énorme araignée s'enfuit en jetant Jedusor à terre. Ça doit te plaire, toi, Marina. Et Marina lui lança une énorme pantoufle sur la tête. Elle est quand même plus grosse que dans le film, parce qu'elle est capable de projeter Jedusor à terre. Quand même. Ouais, oh, quelle horreur. Jedusor se relève en brandissant à nouveau sa baguette, mais le jeune Rubeus lui arrache des mains en fonçant sur lui tout en hurlant.
À ce moment-là, Harry se sent tomber dans un tourbillon avant de se retrouver allongé sur son lit, le journal de Jedusor ouvert sur le ventre. Ron entre dans le dortoir et Harry se redresse couvert de sueur. Inquiet, Ron lui demande ce qu'il y a. Harry lui répond que c'est Hagrid. Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans. Merci beaucoup Jérémy pour ton résumé de chapitre. Merci Marina pour le tien. Alors cette semaine, est-ce que tu as été inspiré pour renommer ce chapitre ? Oui et non, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors j'ai fait Harry Potter et la Chambre des Secrets chapitre 13. Tom Jedusor vous a envoyé un whiz sur MSN. Tu l'as fait pendant l'épisode, le titre ? Non. Ah non, vraiment, okay. Non, ouais. Okay. Moi aussi, j'étais pas trop inspirée, mais je l'ai quand même préparé. Il est vraiment pas terrible. En plus, j'ai même pas, pour que vous compreniez la référence, j'ai même pas changé un nom. Enfin bref, vous allez voir. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 13. Le journal de Bridget Jones, édition Poudlard. Voilà. On a tout cherché, la petite blagounette. C'est ça, je voyais pas... j'arrivais pas à trouver autre chose. Et est-ce que tu as préféré ou détesté un personnage en particulier dans ce chapitre ? Bah là, pour le coup, c'est un personnage que peut-être que j'adore détester, puisque j'ai choisi Lockhart. Ah bon ? Ouais. Pour l'idée de la Saint-Valentin ? Parce que, vraiment pour l'incroyable escroc ridicule qu'il est, en fait. Hein. Parce qu'en tant que prof de défense contre les forces du mal, il serait censé mener l'enquête et éloigner les dangers à Poudlard, mais non. Il fait venir des nains ailés pour chanter des cantiques de Saint-Valentin. Donc cette impertinence est quand même assez incroyable, donc j'ai choisi Lockhart. Et toi ? Moi j'ai choisi les nains ailés, parce qu'ils sont prêts à tout pour du travail bien fait, prêts à tout pour diffuser de l'amour. Tu vois, quitte à plaquer un élève au sol, un mineur. Tu vois, ils font tout pour que l'amour règne dans ce monde, donc j'ai trouvé ça magnifique. On en a besoin en ce moment. C'est des intérimaires, tu vois, ils changent souvent de travail, c'est des petits boulots, mais ils mettent le cœur à l'ouvrage. Ils sont payés comme les intermittents du spectacle. C'est des intermittents du spectacle, ça se trouve dans le monde sorcier. Et alors, heureusement, cette semaine, on a reçu des hiboux et pas des petits nains ailés assez hargneux. Et d'ailleurs, on commence tout de suite la volière. Et on commence par un premier hibou sonore de Émile. Salut Jérémy, salut Marina. D'abord, je voulais vous remercier pour votre podcast qui est bien suivi d'après ce que j'ai compris et qui fait vraiment plaisir parce que je trouve que vos analyses sont souvent fines, pertinentes. Et ouais, c'est très sympa en fait de partager cette lecture d'Harry Potter. Moi, j'avais une question concernant le chapitre King's Cross dans Harry Potter et les reliques de la mort. Il me semble que Dumbledore dit à un moment à Harry que s'il le voulait, il pourrait prendre un train et aller plus loin. En tout cas, qu'il l'emmènerait quelque part. Donc, sous-entendu dans l'au-delà. Mais je sais pas, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il sous-entend. Parce que pour moi, Harry, il va forcément revenir dans le sens où, au moment où Voldemort lui lance Avada Kedavra, c'est la partie de Voldemort qui meurt, en quelque sorte. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Harry est-il condamné à ce moment-là ou pas ? Merci Émile pour ton hibou sonore. Alors, est-ce que Dumbledore sous-entend vraiment que Harry a le choix entre la vie et la mort ? Eh ben, moi je pense que oui, parce que tout est affaire de choix dans Harry Potter. D'ailleurs, Dumbledore va dire cette phrase à la fin du livre qu'on est en train de relire en ce moment. C'est que ce ne sont pas nos aptitudes, ce sont nos choix qui nous définissent. Et clairement, je pense que Harry a le choix. C'est-à-dire que Voldemort, en tuant Harry qui se sacrifie, en fait, il tue l'Horcrux qui est en Harry. Donc ça, c'est l'espèce de fœtus qui agonise et qui est voué à la mort. Mm-hmm. Dumbledore dit à plusieurs reprises, on ne peut plus rien faire pour lui. Donc ça c'est fichu, en fait. On ne peut pas sauver l'Horcrux qui est en Harry. Et puis de toute façon, Harry, il n'a aucune raison de faire ça. Par contre, est-ce que Harry peut choisir la mort ? Oui.
Oui, je pense qu'il peut choisir la mort. Il peut prendre un train vers l'au-delà, comme tu dis, Émile. Il a le choix. Il a le choix de combattre ou pas. Alors après, là, on pourrait un petit peu tiquer, c'est si on prend la prophétie au sérieux comme Voldemort, finalement, ça serait à Harry de tuer Lord Voldemort. Donc la question se pose, c'est-à-dire, est-ce que la prophétie s'est accomplie au point où il y a vraiment que Harry qui peut tuer Voldemort, même s'il n'est que dans un corps qui est mortel. Mais pour moi, ça c'est une autre question, parce que la question de est-ce que Harry aurait pu choisir la mort parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il a envie de rejoindre ses parents, par exemple, son parrain, etc. Bah oui, je pense que oui. Mais c'est un combattant, Harry. Il fait le choix de la vie, il fait le choix du combat. Je sais pas si Marina, t'as une autre idée. Je pense forcément qu'il a le choix, mais je trouve ça inconcevable qu'Harry pense à ne pas survivre pour combattre. Parce que c'est tellement dans sa personnalité de survivre juste pour effectivement tuer Voldemort et combattre jusqu'au bout. Ouais, puis le combat est pas terminé, quoi. Non. Le plus dur est fait, on va dire, à ce moment-là, quand même. Parce que j'ai quand même tendance à penser que au moment où Harry revient et il fait croire qu'il est mort et ça marche pour Voldemort, au moment où Voldemort revient avec le cadavre de Harry à Poudlard, il reste plus que le serpent. Voldemort, il est quasiment condamné, en fait. Donc, Et puis si Harry choisissait la mort à ce moment-là, toute sa quête n'aurait plus aucun sens. Bah oui, exactement. Donc ouais, c'est inconcevable, comme tu dis, d'imaginer autre chose. Mais après, est-ce que Dumbledore parle d'un choix qui n'existe pas ? Je pense pas. Je pense que le choix existe et Harry a la possibilité de le faire dans les limbes. Et nous passons au hibou sonore de Laurine. Salut Jérémy et Marina, je m'appelle Laurine, j'ai 11 ans et je voulais savoir, j'avais une question au sujet de Nick Quasi-Sans-Tête dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il est pétrifié par le basilic et ils doivent le ranimer à l'aide d'un filtre de mandragore, pardon. Et comme les fantômes ne peuvent pas manger, est-ce que vous pensez qu'ils doivent lui passer le filtre au travers du corps ? Ou, est-ce que vous avez une autre hypothèse ? Voilà, gros bisous, j'aime beaucoup votre podcast, il est vraiment très très bien. Au revoir. Merci beaucoup Laurine pour ton hibou. Alors je crois qu'on en avait parlé dans une précédente émission, mais pour ma part je pensais qu'on pouvait guérir Nick Quasi-Sans-Tête par une sorte de brumisateur, de petite brume, de filtre de mandragore sur le corps transparent de Nick tout simplement. Chip shit. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est sûr qu'il peut pas l'avaler. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu une curiosité. On aurait bien aimé voir ce qui se passe dans l'infirmerie de Poudlard à ce moment-là. Mais malheureusement, Laurine, on n'a pas de réponse à te donner. Après, on dit que c'est impossible de pétrifier un fantôme. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Nick Quasi-Sans-Tête a été pétrifié. Mais après tout, les fantômes, c'est composé d'une matière qu'on ne connaît pas. Alors pourquoi ça pourrait pas être pétrifié ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, puis Nick, il finit pétrifié parce qu'il se reçoit à pleine balle le regard du basilic, en fait. Donc, un mortel, quelqu'un de normal, entre guillemets, il serait mort. Mais sauf que lui, il est déjà mort, donc il peut pas mourir, donc il finit pétrifié. Bah, c'est ça. C'est vrai que, ça, c'est un peu une facilité, on va dire. Mais après, ce qui est moins facile, c'est comment on le guérit ? Est-ce que, finalement, il a l'air d'attendre la mandragore comme tout le monde, parce qu'il guérit en même temps que tout le monde. Mais comment ça marche ? Laurine... Par des inhalations. Ouais. Nous, on a l'idée du brumatisateur. C'est ça qu'on dit ? Brumatiseur, je sais pas. Non, je sais pas. Barre la brume. Le pchit, quoi. Voilà. Pchit, Laurine. Mais à part ça, on n'a pas d'autres infos que ça. Et maintenant, nous passons à un hibou de Alizé. Par rapport aux parents de Neville, j'ai remarqué quelque chose qui cloche entre les différents tomes. Dans le tome 4, il est dit que Frank est un aurore et que, comme il ne parlait pas sous la torture, les mange-morts ont aussi torturé sa femme. Mais Alice n'est pas Aurore. Or, à partir du tome 5, et c'est ce que j'ai toujours cru, les deux sont Aurore. À votre avis, est-ce que c'est une erreur ou bien est-ce que notre écrivaine a changé la destinée d'Alice entre-temps ? Merci beaucoup Alizé pour ton hibou. Alors, est-ce que tu as trouvé des infos pour répondre à l'interrogation d'Alizé ? On a jeté un petit œil sur le 4 et le 5, et effectivement, dans la coupe de feu, Croupton Senior, il ne mentionne que Franck Londubat comme Aurore, et c'est un peu bizarre parce que, effectivement, alors il dit pas que Alice n'est pas une aurore, mais c'est juste qu'il la mentionne pas comme une aurore.
Donc bon, on pourra en déduire effectivement que c'est pas une horreur, mais il le dit pas non plus textuellement. On sait que Alice, par contre, est bien une horreur parce que c'est la grand-mère de Neville qui le dit dans l'Ordre du Phénix à Sainte-Mangouste. Donc ça, c'est l'info dans le 5. C'est pour ça qu'on sait que c'est une horreur. Alors pourquoi Croupton ne mentionne pas le fait que c'est une horreur dans le 4 ? Et je ne sais pas. J'ai vérifié aussi le passage parce que je pensais que c'était Maugrey Folleuil qui le disait aussi. Je sais pas si tu t'en souviens, mais dans l'Ordre du Phénix, il y a Folleuil à Noël qui montre à... Non, c'est pas à Noël, c'est quand Ron et Hermione sont préfets. Après l'audience de Harry au Square Grimoire, il montre une photo de l'Ordre du Phénix original à Harry et il tombe sur Alice et Franck Londubat notamment. Mais il fait pas mention que ni l'un ni l'autre n'est horreur. Donc on sait juste de la part de la grand-mère que Alice est une horreur. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Cette phrase de Croupton Seigneur dans le 4, c'est un peu bizarre parce qu'il a l'air de dire qu'il y a juste le mari qui était horreur et que sa femme, non. Est-ce qu'elle a changé d'avis ou est-ce que... Après, on pourrait dire qu'encore une fois, Croupton, il dit pas que c'est pas une horreur, il n'en fait juste pas mention. Oui, parce que c'est une femme. C'est un complot. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. C'est étonnant. À moins que ce soit la grand-mère qui dise que c'est une horreur alors que c'était pas une horreur aussi. Hein. Je vois pas très bien pourquoi. Ouais. Donc effectivement, on a deux versions qui diffèrent, qui se contredisent pas, mais qui diffèrent un peu. Après, dans le canon Harry Potter, quand on regarde un peu partout, Alice est vraiment considérée comme une horreur. Hein. C'est-à-dire que la parole de la grand-mère de Neville est pas remise en question. Un prochain hibou de Michael. Dans le tome 2, on nous dit que des moldus ont vu la voiture volante, mais personne n'a vu ni l'Ordre du Phénix voler sur des balais au début du roman, dans Harry Potter 5, ni le petit groupe de l'armée de Dumbledore voler sur rien dans le ciel. Merci pour votre réponse. Merci Michael pour ton hibou. Marina, est-ce que tu as des éléments sur la question de Michael ou pas ? Parce que, sauf erreur de ma part, au début du roman, le petit vol, là, tous ensemble sur les balais au-dessus de Londres, est une invention, est un ajout des films. Dans le livre, ça ne se passe pas du tout comme ça. Justement, Maugrey Folleuil, il fait bien attention à l'altitude qu'ils prennent, aussi à bifurquer pour ne pas être suivis. Et ils sont pas du tout en survol, en mode croisière sur la Tamise. Ouais, parce que là, dans le film, c'est vraiment les lieux les plus touristiques de Londres. Ouais, c'est ça. Il y a un moment, le Maugrey Folleuil fait même bifurquer parce qu'il y a un moldu qui regarde en l'air quand il décolle. Ouais. Donc c'est un peu expliqué dans le livre Maugrey Folleuil est très vigilant. Et sinon, concernant l'armée de Dumbledore, c'est vrai que leur descente dans Londres, c'était un peu périlleux. Alors on peut dire quand même que la différence avec la Ford Anglia, c'est que là aussi, il fait nuit en fait, parce que dans le Harry Potter 5, pour la garde rapprochée, il fait nuit. Là, quand ils prennent la voiture, il est 11h du matin, il y a plein de monde à Londres, etc. Donc c'est plus facile de voir quelque chose dans le ciel en plein jour qu'en pleine nuit, je pense. Un peu pareil que au début du 2, quand les Weasley vont chercher Harry, en fait, il fait nuit. Donc, après, il faut qu'on nous explique les phares de la voiture. Mais ce sont les fameux ovnis. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un petit peu périlleux pour l'armée de Dumbledore, là, que ça soit dans le film ou dans le livre, c'est un peu pareil. Après, je dirais qu'un corps qui vole dans le vide, dans la nuit, c'est quand même moins visible qu'une voiture qui décolle en plein jour dans Londres. Je dirais ça. Et nous passons au hibou de Johnny. Bonjour Marina et Jérémy. Dans l'épisode du Polynectar, vous avez parlé du cadeau que reçoit Harry à Noël de la part des Dursley. Est-ce que vous connaissez la théorie qui dit que les Dursley sont liés aux reliques de la mort ? Dans l'école des sorciers, Harry reçoit une pièce de 50 pence qui représenterait la pierre de résurrection. Dans la chambre des secrets, il reçoit un cure-dent, baguette de sureau, et dans la coupe de feu, il reçoit un mouchoir qui symboliserait la cape d'invisibilité. Alors merci Johnny et merci pour le partage de ta théorie. J'en avais jamais entendu parler et je l'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup cette théorie. Est-ce que j'y crois ? Je ne sais pas, mais en tout cas ça me paraîtrait un peu poétique. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, la question ça serait de savoir est-ce que elle fait exprès. Mais ça cadre bien en tout cas. Ouais, ça cadre. Après, je vois pas trop ce que ça pourrait apporter, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Un clin d'œil ? Enfin, que c'était sous nos yeux, si on interprétait les cadeaux. Ouais. Ça ressemble quand même un petit peu, je dirais juste ça,
un rapprochement que font les fans et qui n'aurait pas été prémédité par J.K. Rowling et ce genre de théorie où elle les entend, elle dit ah ouais, j'y avais pas pensé. Mais c'est un beau hasard quand même. Ouais. Après, je dis pas qu'elle y a pas pensé, hein, mais ça serait marrant. Mais après, j'ai l'impression quand même que tous les indices servent à quelque chose dans Harry Potter. Je veux dire, tous les indices qui étaient là depuis le départ et qui étaient pas évidents et qui ont été révélés après, ils ont été révélés parce qu'ils avaient une importance dans l'histoire. Je crois pas qu'il y ait d'exemples, enfin, je sais pas, il y a pas d'autres exemples qui me viennent comme ça, ou des choses, enfin, on anticipe des choses, mais qui n'ont pas de lien direct avec la façon dont ils sont évoqués dans l'histoire. Ce qui serait le cas, là. C'est-à-dire qu'on aurait une anticipation des reliques de la mort, mais il y a aucun lien avec les vraies reliques. Je sais pas. Ce serait le doute que j'aurais par rapport à J.K. parce que c'est pas quelque chose qu'elle fait habituellement. Bah, ça serait très pointillé si la théorie est exacte. Ouais. Bon, dans tous les cas, c'est intéressant. Un prochain hibou de Maud qui nous dit « Comment se fait-il que Pétunia soit la jeune parente encore vivante de Harry ? Ses parents sont morts très jeunes. D'ailleurs, ils sont représentés trop vieux dans le film. Leurs propres parents, les grands-parents paternels et maternels de Harry, ne devaient pas être très vieux non plus, environ la cinquantaine. En savez-vous plus sur les circonstances de leur disparition ?» Est-ce que, Marina, tu as des éléments de réponse à donner à Maud ? J'aurais une réponse à donner à Maud pour les grands-parents paternels d'Harry. Alors en tout cas, on sait qu'ils ont vécu assez vieux pour voir le mariage de James avec Lily, mais ils n'ont pas vécu assez vieux pour rencontrer Harry. Les deux sont morts de la dragoncelle. Alors la dragoncelle, c'est une maladie contagieuse qui rend le teint verdâtre et le visage grillé. Et en fait, elle devient mortelle si elle est contractée à un âge avancé. Et tous les deux ont été emportés par cette maladie. Et par contre, je n'ai pas de réponse pour les parents de Lily et Pétunia. Est-ce que tu en as ? Ouais, effectivement, parce que pour les parents de James, de J.K. Rowling a écrit un texte en fait sur toute la famille Potter. C'était en 2015 sur Pottermore. Donc c'est pour ça qu'on a ces infos-là. Et donc effectivement, le fait que James soit... En fait, il voulait un enfant et il est né sur le tard quand il s'y attendait plus. Donc les grands-parents, a priori, ils seraient quand même dans une autre classe d'âge que leurs enfants à eux, en tout cas que les parents de Harry. Donc ils sont certainement morts un peu plus âgés de la dragoncelle, parce que justement, je crois que c'est dit qu'ils sont morts de la dragoncelle parce qu'à un âge avancé, c'est terrible. Donc voilà, ils sont morts de maladie, mais un peu de vieillesse aussi, quoi. Alors du côté de Lily, c'est vrai qu'on n'a pas d'article écrit par J.K., mais on sait que ses parents donc étaient des moldus. Ils habitaient Carbone-les-Mines, comme l'a précisé J.K. dans un petit écrit sur cette ville imaginaire. Et dans un chat en 2004, elle a dit également des grands-parents de Harry qu'ils sont tous les 4 morts. C'est lors du même événement en fait qu'elle avait aussi affirmé que Voldemort n'avait aucun enfant. En 2004, J.K. Remember. Bref. Un an plus tard, elle a été un peu plus précise dans une interview avec les créateurs du site de Leaky Cauldron, en disant que les parents de Lily et Pétunia ont eu, je cite, une mort normale de moldu. Et c'est intéressant parce qu'elle précise dans cette interview que c'était important en fait pour elle d'évacuer tous les grands-parents de Harry en fait, pour que Harry soit complètement seul. Ouais, sans famille. Donc, mais en fait, leur backstory, elle s'arrête là, que ça soit pour... bon, elle a un petit peu détaillé pour les Potter, sur Pottermore, mais en tout cas, pour les grands-parents maternels, ça s'arrête là. Et ils n'ont pas été assassinés ou quoi que ce soit, c'est juste que les grands-parents, ils sont tous les 4 morts de maladie, de vieillesse, même si ça peut paraître un peu prématuré, c'est vrai. Mais pour l'histoire, c'était important. Mais il n'y a rien y a rien à voir là-dedans. Mais ils sont morts. C'est vrai que là, pour le coup, ils sont morts de quoi, les parents de Lily ? On ne sait pas trop. Nous passons au hibou de Camille. Bonjour, ça fait 2 semaines que j'ai découvert votre podcast et j'ai déjà tout écouté, je vous adore. Il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui me perturbe depuis pas mal de temps. Dans le tome 1 de Harry Potter, Hagrid vient chercher Harry le jour de son anniversaire, donc le 31 juillet. Le lendemain, il l'emmène sur le chemin de traverse pour acheter ses fournitures. Et le jour même, ou le jour d'après, je ne sais plus, Harry prend le Poudlard Express qui part le 1er septembre. Je ne sais pas si c'est une erreur de compréhension de ma part, mais sinon cela voudrait dire que les dates ne concordent pas entre l'anniversaire de Harry et le 31 juillet et la rentrée de Poudlard qui est le 1er septembre. Il devrait s'écouler un mois entier entre ces 2 dates.
Voilà, merci beaucoup, j'espère que j'ai été suffisamment claire et continuez votre podcast, je vous adore et vous me faites beaucoup rire. Merci beaucoup Camille pour ton gentil hibou. Alors encore une fois, je pense que c'est les films qui sont en cause. C'est le film à l'école des sorciers qui laisse supposer que ça se passe dans un laps de temps très court, mais en fait dans le livre c'est bien détaillé. Dans le livre ils disent bien que le mois restant, Harry reste chez les Dursley jusqu'à la rentrée de Poudlard, alors qu'ils ont totalement évacué ce mois dans le film. Ouais, dans le film, ce qui est perturbant, c'est que Hagrid accompagne Harry à King's Cross. Finalement, il y a une ellipse, mais ça donne l'impression que tout se suit en fait. Et dans le livre, ouais, comme tu dis, Harry retourne chez Dursley et en plus de ça, Hagrid ne l'accompagne pas à King's Cross. C'est Vernon qui accompagne Harry à King's Cross et c'est tout. Donc c'est un côté un peu pour accélérer l'action dans le film, tout simplement. C'est ça, ouais. Alors pour conclure la volière, on a un dernier hibou sonore un peu spécial. Dans le chapitre 11, on s'est pas mal marré avec la blague sur Justin Bieber, Justin Finfeshley. Et ça a inspiré 2 auditrices, Lumos et Ananas, qui nous ont envoyé une petite reprise et qui nous a bien fait rire à Marina et moi. On écoute ça tout de suite. Wingardium Leviosa, serpent sorcière, Sectum sempra. Qu'est-ce que tu fais, Harry? À quoi tu joues? Un serpent nerveux lancé sur moi. T'es Gryffondor ou Serpentard? T'aimes pas les moldus, les craques-molles, les sans mêlés. En 2e année, sacré sorcier. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me fais flipper, je vais finir pétrifié. Aussi vrai que je m'appelle Justin Finfeshley. Et moi je te dis Harry, 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 non. Harry, 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 non. Harry, 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 non. Survivant mégalomane infâme. Merci beaucoup Lumos et Ananas. Franchement, on l'a écoutée plusieurs fois, elle nous plaît énormément cette chanson. En faisant cette blague sur Justin Bieber, on s'imaginait pas que des auditeurs allaient nous envoyer quelque chose de comme ça. Et c'est ces moments-là qu'on adore en fait quand on fait du podcast. C'est les retours que vous nous envoyez. Enfin, c'est juste magnifique. Et ça nous a fait beaucoup rire. Et merci pour votre création. Elle est vraiment superbe. Tout ça à cause d'une de tes bêtises encore. J'espère que t'es fière de toi. Ouais. Bah ouais, finalement, je suis fière de moi parce que ça a donné cette création et je sais pas, j'en suis fière. Eh, franchement, les paroles sont recherchées, hein. Mais oui. Et le rythme est bon et ouais, c'est super. J'ai adoré. Et du coup, je l'ai souvent dans la tête et je la fredonne souvent. Ouais, c'est vrai qu'elle nous reste dans la tête. Bravo les filles. Et voilà, c'est tout pour la volière. Comme d'habitude, des remerciements à ceux qu'on n'a pas cités. Merci à Adrien, à Laura pour ses réflexions sur la poste moldue, à La vie en plus jolie, à Laila sur son hibou à propos de Percy, à Framboise et merci à Leslie. Si vous souhaitez apparaître dans la volière, envoyez-nous votre hibou par message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail moldu. Les portes au loin sont indiqués en description. Et n'hésitez pas à poser votre question en vocal, comme l'ont fait Émile et Laurine pour cet épisode. Et n'hésitez pas à nous envoyer d'autres créations musicales. Hibou ou pas, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux. On est sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien manquer de notre podcast. Et si vous souhaitez poursuivre les discussions avec nous et d'autres auditeurs entre la sortie des épisodes, notre groupe Facebook vous est ouvert. Notre podcast est une passion que l'on fait bénévolement, Marina et moi. Alors pour nous soutenir, nous avons une page Tipeee sur laquelle vous pouvez faire des dons de quelques galions. Ça nous permet de rembourser d'abord les frais investis, de développer nos supports de communication et pourquoi pas de nous rendre bientôt sur des événements et d'investir dans du matériel. Un énorme merci d'ailleurs à tous nos tipeurs du moment que l'on cite avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Marion, Manon, Kevin, Cyanide, Miss Boukine, ADSL, Aurélien, l'arithmancien. Yonde, Jessica, Mademoiselle Or, Louison, Adrien, Calma Robot, Mathilde, Cécile et Lucie. Merci à vous tous de soutenir notre projet pour tous ceux qui nous écoutent.
On remercie également Juliane, Delestel et Haddad qui nous ont récemment laissé un commentaire sur Apple Podcast. Si vous nous écoutez sur cette appli, n'oubliez pas de faire comme eux et de prendre quelques instants pour nous laisser des petites étoiles. On finit nos remerciements de fin avec vous, toi là qui nous écoutes, dans tes écouteurs ou dans ta cuisine ou dans ta voiture, bref, que ça soit sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, YouTube ou même une autre appli. Merci beaucoup de nous écouter et on espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec le chapitre 14 de la Chambre des Secrets, Cornelius Fudge. À très vite. À bientôt. Wingardium Leviosa, serpent sorcia, Sectum Sempra. Qu'est-ce que tu fais, Harry? À quoi tu joues? Un serpent nerveux Lancé sur moi, tes griffons d'or ou serpentard. T'aimes pas le craquement les sans mêlés. En deuxième année, Sacré sorcier, Qu'est-ce que tu racontes? tu me fais flipper, je vais finir pétrifié. Aussi vrai que je m'appelle m'appelle Justine Fudge. Et moi je te dis Harry, 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 non. Harry, 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 non. Harry, 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 non. Survivant de Galman. Galman. catastrophe.